Cette semaine, je vous propose la deuxième partie de mon entretien avec l'auteur Nicolas Paquin. J'écris sur la guerre, mais je suis pas quelqu'un qui... J'admire pas la guerre. Je suis pas quelqu'un qui va vanter l'effort militaire comme étant quelque chose d'extraordinaire puis que tout le monde devrait vivre ça une fois dans sa vie. Non, au contraire, je connais des personnes âgées présentement, entre autres à Coutances. Coutances est jumelé avec la Pocatière, puis je travaille sur un projet présentement. Puis Coutances, qui est en France. En France, en Normandie, ça a été bombardé. Il y a eu des morts civiles, des enfants, des bébés de 6 mois qui sont morts dans des bombardements. Moi, je connais des gens là, qui avaient 18 ans, 6 ans, 12 ans à l'époque, puis ils me racontent ce que c'était. Il n'y a personne qui a envie de vivre ça. Pourquoi on avait, tu sais, à Montmagny, Gilbert Boulanger, qui était un ami à moi, qui se donne avec l'oncle de Bernard Généreux, d'ailleurs, c'est une drôle de coïncidence dans la vie, mais Gilbert, à 18 ans, se porte volontaire, devenait mitrailleur sur un bombardier. Il y a une chance sur 3 d'en sortir. Les statistiques, c'est ça, il y en a 2 sur 3 qui mourraient. Tu sais, c'est... Et pourquoi lui qui a voulu aller là? Est-ce que tu as posé la question? Qu'est-ce qui a fait que... Il avait envie de voler dans le ciel. C'était son rêve. Puis, il savait que c'était pas dans une grosse famille de 8 enfants, orphelins de mère, qui pourrait faire ça. Il n'y aurait jamais les moyens de faire un cours. Mais merveilleux, il y a une guerre. Il va avoir sa formation gratuite, puis il va pouvoir piloter gratuitement. Puis finalement, il n'est même pas devenu pilote parce qu'il n'avait pas de diplôme universitaire. Il est devenu mitrailleur. Alors, ça part juste d'un rêve. Et tu te dis, bien, c'est merveilleux, il y a une guerre, ça va aller vite, là, Hitler, c'est un fou, on va gagner rapidement. Puis juste cette pensée-là, qui est une pensée téméraire d'adolescent qui ne comprend pas vraiment c'est quoi le risque. Ça, tu entends des choses comme ça, puis tu penses aux jeunes d'aujourd'hui, puis tu fais des parallèles, puis tu te dis, ouais, peut-être que s'il y a une guerre qui se déclenche, ils vont avoir le même réflexe. Et je les en blâmerai pas, mais en même temps, il faut que les gens comprennent qu'est-ce qui fait ça. T'sais? Et je suis de ceux qui sont très, très candides et qui pensent que si, à un moment donné, tout le monde change sa façon de voir les choses, change sa pensée, bien peut-être qu'un jour, comme disait la chanson, les hommes vivront d'amour. Oui, ça, c'est une belle phrase, mais il faut être très positif pour penser qu'un jour, tous les hommes et femmes vivront d'amour. Mais on peut toujours l'espérer, par exemple. Bien, il faut l'espérer, puis il faut comprendre. Il faut comprendre d'abord et avant tout. Tu sais, moi, je regarde beaucoup comment fonctionnent les médias sociaux présentement. Puis je vois dans les commentaires négatifs que je vois passer sans arrêt énormément de haine, énormément de violence refoulée chez plein de monde. Puis je me dis, OK, si tous les gens laissent aller cette colère-là, bien, on est en train de déclencher des guerres à dimension de voisinage, des guerres à dimension de ville. Je pense que le meilleur exemple qu'on peut prendre, c'est les 7 enfants qui sont décédés tout d'un coup dans un incendie, parce que c'est inimaginable que les gens peuvent dire des choses comme ça, parce qu'ils ne sont pas des Québécois de souche, de penser que c'est bon qu'ils soient morts. On peut pas penser ça de l'être humain. Moi, je ne peux pas penser ça. C'est comme un robot qui écrit ça, là. C'est pas vrai, c'est pas un humain qui écrit ces commentaires-là. On en est là. On en est là, mais pourquoi on en est là? Parce qu'on déshumanise beaucoup. Moi, ça prend des moments charnières dans notre vie qui nous permettent de comprendre. Moi, si je donne la chance à quelqu'un d'être en contact direct avec une autre personne qui ne vit pas la même réalité qu'elle, je dis que tu prends le temps de comprendre ce qui se passe, tu n'auras plus le même jugement. Mais ça prend ce genre de moment charnière-là où la personne est déstabilisée de son contexte. Mais les gens passent leur temps devant des écrans à consommer des produits qui sont préformatés où il n'y a aucun risque pour eux autres parce qu'eux sont devant leur boîte. Ils regardent ça devant leur écran, puis le risque se passe chez des personnages, chez des acteurs, à la rigueur sur des romans, mais les 53 % de la population du Québec, c'est pas lire ni écrire. Il n'y a pas des problèmes de littératie, ça fait que c'est pas moi le principal concerné avec mes romans de fiction, c'est Netflix et compagnie qui nous dompent un paquet de produits de consommation pour regarder les gens captifs, et la réalité leur échappe. La pauvreté leur échappe, la misère. Moi, quand des écoles envoient des jeunes faire de l'aide humanitaire en Équateur ou peu importe où, je me dis, fine, c'est beau, mais tu sais, quand tu vas sur la Côte-Nord, quand tu vas dans des villages qui sont défavorisés un peu partout, puis tu vois des gens qui sont... C'est du bon monde, c'est des gens gentils, c'est des gens qui ont tellement donné à la société, mais si tu veux, ils sont démunis. Puis, il me semble que ces gens-là auraient besoin d'aide, ils sont à côté de chez nous, puis non, on est la province où il y a le Québec, où il y a le moins
de dons de charité qui se font. Tu sais, c'est comme si on s'était permis de s'asseoir sur notre steak puis de juger ceux qui arrivent puis qui viennent peut-être essayer d'apporter quelque chose de plus à notre société. Puis en même temps, j'ai pas envie de tomber dans un discours où il y en a un qui est bon puis l'autre est méchant. J'ai juste envie que les gens arrêtent de se planter dans cet état-là puis se dire, OK, il y en a un qui a raison, l'autre a tort, puis ça prend une bonne guerre pour que l'un gagne sur l'autre. Il faut arrêter de faire ça. Je regarde les chroniqueurs dans certains journaux, puis leur but, c'est de créer la bonne chicane de la journée. Là. Il va y avoir la gauche, il va y avoir la droite, puis il y en a un des deux qui va gagner. La gauche puis la droite, c'est du passé. C'est des idées du 20e siècle. Il n'y a que des humains qui doivent céder. C'est là qu'on en est rendu. Ça urge. Et moi, quand j'ai travaillé sur la Deuxième Guerre mondiale, bien, je le vois bien ce que ça fait quand les gens se braquent d'un bord et de l'autre. Là, ça finit par faire des conflits. Ça fait que j'espère juste qu'on arrive à autre chose que des conflits. Mais j'imagine que tu as dû en rencontrer. Là. Tu voyages pas mal à cause de tes livres, mais pour ce qui est de la Deuxième Guerre mondiale, tu es allé plus loin. Tu es allé en France, tu es allé voir... Tu as rencontré des gens quand même d'importance là, dans tes rencontres au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. Là. J'imagine que des personnes qui t'ont quand même affecté là, moralement. Bien, j'ai connu des vétérans. Et tu sais, les 2 de mes 3 tomes sont dédiés à des vétérans qui étaient des amis et qui sont morts. Gilbert Boulanger, Jacques Nadeau qui a été prisonnier à Dieppe. Et le tome 3 est dédié à Ross Everly Johnson, un jeune aviateur qui est mort durant la guerre. J'ai lu tout ce qu'il a écrit à ses parents. Il écrivait des lettres à tous les semaines. C'est d'une beauté exceptionnelle. Puis paf, un jour, il y a une bombe qui tombe à côté de lui. Il meurt à 21 ans. Là, tu regardes tout ça et tu fais... Mais c'est quoi? Ça rime à quoi tout ça? Et tu perds tes amis parce que c'est des gens qui sont vieux. Tu te dis, à chaque fois que tu les vois, peut-être que je les verrai plus. Fait que tu essaies d'aller en chercher le maximum. Tu essaies de comprendre c'est quoi le message qu'ils veulent qu'on retienne de leur passage sur Terre. Tu sais, quelqu'un... Moi, entendre des vétérans qui disent, j'ai 90 ans, à 20 ans, là, je suis débarqué en Normandie, je me suis fait tirer dessus, mes amis mouraient autour de moi, j'ai vu la souffrance des civils, on a dû tuer des jeunes Allemands qui étaient obligés d'aller se battre. Et tout ça, pour qu'on vive dans le monde actuel tel qu'il est, surconsommation, individualisation des enjeux, de l'individualisme au bout, violence sans arrêt. Tu sais, les gens élisent Donald Trump aux États-Unis, puis bitch la reine d'Angleterre, alors que, je veux dire, la reine, elle l'a vécu, la guerre, elle sait c'est quoi la violence. C'est comme les gens là, sont déconscientisés de plein d'enjeux. C'est l'opinion instantanée. Bien, ça ressemble beaucoup au climat qui a précédé la Deuxième Guerre mondiale. Je dis pas qu'on est en train de se faire une Troisième Guerre mondiale, mais c'est un climat malsain. Puis ça ressemble beaucoup à ça présentement. Ce que moi, je vois, je fais des parallèles avec ces gens-là qui sont à la fin de leur vie. Puis j'ai pas envie que ces gens-là aient souffert et soient morts pour rien. Mais est-ce que tu trouves qu'on en prend soin de ces vétérans-là? Est-ce que tu trouves que la société, mais aussi le gouvernement, tout ça, est-ce qu'on en prend soin de ces gens qui se sont battus pour nous? Non, on n'en prend pas soin. D'abord, il y a des vétérans, il y en a des jeunes vétérans, là, parce qu'il y a ceux qui ont fait l'Afghanistan puis qui ont fait la Bosnie. Là, c'est des gens qui ont 50 ans, qui ont 40 ans, qui ont 30 ans, là, ou presque. Mais c'est des vétérans quand même, là. D'abord, on n'a pas une bonne reconnaissance de ce qu'ils ont fait. C'est pas des... Moi, ceux que j'ai connus, là, c'est pas des gens assoiffés de sang, là. C'est des gens qui ont fait leur devoir, puis leur devoir, le devoir du soldat, là, c'est d'aller régler des problèmes qui ont été causés par d'autres. Et ces autres-là, souvent, c'est nous autres qui les élisons. Ça fait quand, quelque part, on a une part de responsabilité, donc on a une part de reconnaissance face à ce monde-là. Et les plus vieux, là, ceux qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, puis là, sont en train de mourir, on ne peut plus grand-chose pour eux autres, parce qu'ils sont en fin de vie, puis sont généralement pris en charge. Ils ont des besoins qui sont très restreints, souvent des besoins en médication, des besoins en affection, mais c'est plus des besoins pour les 30 prochaines années dans leur cas. Sauf qu'on leur doit quand même quelque chose, là. Moi, écoute, je vais dans des cimetières en France, cimetières canadiens, là. Tu sais, Bény-sur-Mer, il y a 2000 jeunes qui sont morts à peu près en 1 mois et demi là-dedans, là. Dieppe, là, c'est 1000 pierres tombales de jeunes soldats canadiens entre 18 et 39 ans qui sont morts pendant 5 heures. 1 millier, morts à peu près en 5 heures de temps. Et c'est des tombes qui sont pratiquement anonymes. Il y a un nom, il y a un grade, il y a un âge, tout ça. Je me promène au Québec, puis quand on a un politicien qui meurt, on a une actrice qui meurt, ça prend une rue à son nom, une bâtisse, un parc, tout ça. Moi, je suis en face de jeunes qui sont morts à 20 ans, qui ont donné leur vie pour qu'on atteigne notre liberté, notre qualité de vie. Puis
on les reconnaît pas. On a une reconnaissance à faire. Et ça, c'est pas rendre service à quelqu'un qui est mort, c'est se rendre service à soi-même. On a besoin de héros, on a besoin de gens à admirer. Il faut avoir des belles références. C'est pas normal d'admirer des gens néfastes. On a besoin de gens qui font du bien autour de nous. C'est des sources d'inspiration. On se sert, nous autres, on se rend service à nous autres en faisant ça, en reconnaissant ces vétérans-là ou ces victimes de guerre. Mais là, écoute, on va y aller dans l'autre côté. On va parler des jeunes. Hein? On a parlé des vétérans. C'est sûr qu'on en entend beaucoup parler de ces personnes-là qui ont été à la guerre, mais qui ont besoin aussi de soutien psychologique. Là. Hein? Ça, on est vraiment dans l'ère de ça, qu'on ne prend pas soin de nos personnes qui sont allées à la guerre. Mais d'un autre côté, toi, tu fais un travail important aussi. Tu fais des conférences dans les écoles. Hein? Toi, tu deviens une sorte d'héros pour les jeunes à l'école parce que tu vas les voir, tu vas donner des conférences, tu vas parler justement de la Deuxième Guerre. Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Je te dirais même que le terme « conférence », c'est pas le bon mot. Parce que... tu me l'avais déjà dit aussi que c'était pas le bon mot, je l'ai repris. En fait, c'est parce que les gens ont de la misère à arriver à ça, parce que moi-même, j'ai de la misère à le... Tu sais, je disais tantôt que j'étais un écrivain, là, mais en quelque part, j'étais un artiste. Ce que je fais, c'est un spectacle littéraire. C'est beau, hein? Oui, c'est beau. C'est un spectacle littéraire. Spectacle, théâtre littéraire. Spectacle littéraire. Oh, avec ma belle chemise. Non, mais c'est vrai, je donne un show. Carrément, je raconte pendant 1 heure de temps, pendant 1 heure et quart. Je peux le faire dans une école secondaire, mais je peux le faire devant du grand public. Je raconte des destins de héros québécois, principalement de la Deuxième Guerre mondiale. Je le fais comment? Bien, je le fais avec bien du cœur. Je le fais. Quand je vais dans une école, admettons, là, que je fais 3 présentations dans la même journée, c'est un peu comme si Fred Pellerin faisait 3 shows de suite dans la même soirée. Je suis brûlé à la fin, là. Mais je raconte. Et ce que je fais essentiellement, là, c'est... Je prends un individu. Pourquoi il est là? Pourquoi il est à la guerre? À travers quoi il est passé? Puis qu'est-ce qu'il en reste de ça aujourd'hui? Et je raconte ça un peu comme ces vétérans-là m'ont raconté leur histoire. Puis tu sais, tantôt, tu disais, on passe des vétérans, des vieux aux jeunes. Mais je te dirais que les vétérans que j'ai connus, c'était des jeunes. Des jeunes de 90 ans. Il y a quelque chose qui s'est brisé dans ces hommes-là à un moment donné. C'est un peu comme si le ressort de la vieillesse a cassé pendant qu'ils étaient à la guerre, parce qu'ils ont tous été traumatisés. Et il y a une part de leur jeunesse qui est restée dans la machine. C'est... moi, là, quand je me rappelle, on parlait beaucoup de Gilbert Boulanger, puis c'est correct que je rappelle... Tu sais, quand Gilbert me disait, là, tu veux de quoi, là? Make it happen. Arrange-toi que ça arrive. En principe, un vieux, là, c'est supposé dire... Oh, mon petit gars, prends ton temps, là, t'as toute la vie devant toi. Alors que moi, j'avais devant moi un bonhomme de 90 ans qui disait « Non, il faut que ça se fasse. » Puis il agissait comme ça. C'est des sources d'inspiration extraordinaires. Alors moi, quand je suis devant des jeunes, puis je raconte leur histoire à ces vieux-là, je raconte à des jeunes des histoires de jeunes. Tu sais, écoutez, vous êtes nés en 2005, là, ben, vous auriez pu naître en 1925. C'est juste une question de circonstance dans l'histoire du monde que vous êtes nés 80 ans après ceux dont je vais vous parler. Ils ont été jeunes en même temps. Ils ont eu 18 ans comme tout le monde a 18 ans un jour. Mais comment ça se vit avoir 18 ans en 1943? T'sais, pourquoi tu fais ce choix-là? Puis, tu sais, j'arrive dans des écoles, là. Puis là, il y a des profs qui me disent « Écoute, Nicolas, là, à la période numéro 2, j'arrive avec mon groupe X, là, puis... Faut pas que tu aies des trop hautes attentes parce que c'est des jeunes en difficulté, puis les autres, la concentration, 15 minutes, c'est le gros max. J'ai 75 minutes de temps, ils sont assis comme devant le meilleur programme qu'ils ont vu de leur vie. Puis moi, j'en crois pas mes yeux, je me dis, c'est moi qui est en train de le donner, ce show-là. Mais les enseignants ne devaient pas non plus n'en croire leurs yeux. Non, parce qu'ils viennent me voir après, puis on sait pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les 2 grands gars, là, ils posaient des questions. Ils n'en posent jamais. Puis tu vois 2 grands ados qui sont là. « Hey, monsieur, c'est trippant. » Vraiment, là. Et quand j'ai des classes de jeunes qui sont dans des concentrations sport ou des jeunes qui ont des douances, tout ça, puis eux autres, ils viennent me voir à la fin des périodes pendant les pauses, puis ils viennent me jaser.
de me poser plus de questions. Comment vous avez trouvé cette information-là? Puis un tel à moi, là, mon grand-père, je pense qu'il a fait la guerre. Je sais pas quel régiment, tout Mais ça. ça parle à eux, là. C'est extraordinaire. Puis pourtant, ils sont encore plus loin que, par exemple, nous, tu sais. On avance dans le temps. 2019, on est très loin de 1945, hein, on s'entend, mais l'intérêt est là. C'est là. Et puis, pourtant, mon plus grand défi, c'est de rentrer dans une école. Parce qu'il y a une croyance persistante. Et ça, c'est le mur, l'épais mur de Donald Trump entre moi et les jeunes, là. C'est le gros mur de l'ignorance, là, de ceux qui disent « Ah, Nicolas Paquin, ça va parler de guerre. C'est pas bien de parler de guerre. Parler de violence, puis de ces choses-là. Puis, non, mais je parle pas de guerre. Je parle de gens qui ont vécu quand il y avait la guerre. Une fois que ce mur-là est tombé, là, moi, il y a des profs qui m'ont dit « Hey, avoir su, t'aurais invité avant. » C'est extraordinaire, la façon avec laquelle tu abordes le sujet. Ouais, c'est ça. C'est une belle reconnaissance. Des jeunes, surtout. Ouais. Et tu sais, là, j'ai l'air probablement, là, je sais pas, là, les gens vont être à la maison, vont dire que non, ils se pètent les bretelles, tout ça, mais c'est pas ça, parce que, honnêtement, je ne suis que la courroie de transmission entre un public qui n'a pas le message et des gens qui étaient trop vieux pour passer ce message-là. Et dans les écoles, s'ils pouvaient faire venir les vétérans encore de la Deuxième Guerre mondiale, moi, je me dirais, fine, ils vont avoir le même feeling que moi, j'ai eu à chaque fois que j'ai rencontré un vétéran. Une espèce de sentiment de privilège de dire, OK, je passe un moment unique avec quelqu'un qui a vécu une guerre qui est le plus gros conflit de l'histoire de l'humanité. Ça a été un des acteurs de ce grand film-là, puis ça a été une victime en même temps de ce conflit-là. Mais ils sont plus là. Ils sont plus là, ils sont trop vieux ou ils sont morts. Ça fait que je mets toute mon énergie à ce que les gens qui sont devant moi dans la salle aient le même feeling que celui que j'ai eu. Et je vois des filles, je dis des filles, c'est pas juste des filles de 12 ans, là, c'est des jeunes femmes qui ils voient les photos, ils entendent des histoires, puis ils pleurent. Tu sais. Ils sont touchés fondamentalement. Puis là, je me dis, il reste encore des bonnes personnes, des gens qui se laissent toucher par des émotions nobles. C'est trippant, ça. Et là, Nicolas, on va quand même parler de ton dernier livre, hein, parce que tu es là un petit peu pour ça, parler de ton dernier bébé. C'est mon dernier. J'en ferai plus après. Non, mais c'est ton dernier paru, là. Il est là, il est physique, je l'ai dans les mains. Il est incroyablement beau. Il est très, très beau. Je te dirais même que c'est vraiment mon genre de couverture de livre. C'est... Bon choix. Écoute, il s'est passé quelque chose avec ce livre-là qui est extraordinaire. D'abord, c'est une bourse du Conseil des arts et lettres du Québec. Le Conseil des arts et lettres du Québec, j'ai proposé un projet, il a dit « OK, on te finance pour que tu puisses le faire. » Financer, c'est pas de dire qu'ils impriment puis qu'ils me font vivre pendant des mois et des mois, là. Mais tu sais, c'est public, là, j'ai eu 15 000 $. Bon, c'est le fun. Ça fait beaucoup de travaux sur la maison avec 15 000 mais... Oui, mais parce qu'il faut que tu prennes ton temps pour l'écrire. Tu n'es pas payé quand tu écris un livre. Donc, une bourse, ça t'aide aussi à survivre et à manger pendant que tu écris. Exactement. Et ça m'a permis d'aller un petit peu plus loin dans un sujet qui est intéressant, l'espion de Tourville. Ça se passe à Tourville, dans les Appalaches, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que c'est la première fois qu'il y a un livre, une fiction qui se passe à Tourville. Tu sais, c'est hot. Là. Il y en a qui envoient leurs histoires au Mexique ou peu importe, à Paris. Moi, ça se passe à Tourville, PQ. Tu sais, c'est génial. Et en plus, j'ai décidé de faire une intrigue d'espionnage avec ça. Durant la Deuxième Guerre mondiale, à Tourville, là, on répare les locomotives qui transportent les marchandises militaires qui vont servir au débarquement de Normandie. Le lieu est stratégique. Il y a un couvre-feu le soir au cas où les Allemands auraient inventé un avion qui aurait pu venir bombarder Tourville. Imagine. Oh. C'est pas des jokes, là. Ça veut dire, il y a quelque chose, là. Moi, je me suis dit, OK, durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a un espion allemand qui est débarqué en Gaspésie. C'est vrai. Il est débarqué. 48 heures après, il s'était fait prendre par la police provinciale. Tu sais, vraiment, loser. Et le gars, je me dis, c'est trop gros. Tu sais, tu traverses en sous-marin, tu risques ta vie, tu débarques en canot, t'es allemand, t'arrives au Canada pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'était... excuse-moi, là, mais juste pourquoi? Bien, pour venir faire de l'espionnage, puis peut-être même éventuellement du sabotage. Mais il était tout seul. Et moi, je me suis toujours dit, ben non, il y a quelque chose qui marche pas. C'est trop gros. Peut-être qu'il s'est fait prendre
en faisant croire qu'il était tout seul. Puis pendant ce temps-là, il y avait un vrai espion qui partait. T'sais. Et pourquoi cet espion-là n'aurait pas eu comme mission d'aller saboter des voies ferrées? Et quel est le meilleur endroit que Tourville pour faire ça, puisque c'était une plaque stratégique, une plaque tournante de la gestion des locomotives. Alors moi, ça me donnait l'occasion d'abord de rendre hommage à Tourville parce que j'ai toujours été bien accueilli par le monde là-bas. Je trouve que les gens sont fins là-bas. De donner une chance à cette municipalité-là qui aurait dû devenir immense, puis que les circonstances de l'histoire puis de l'économie ont laissé toute petite. Et ensuite, bien, de montrer qu'on est capable de faire quelque chose en région qui est vraiment hot. Puis ce qui est vraiment hot là-dedans, là, mes illustrations sont même faites par un illustrateur français. Ben oui. Pas un illustrateur français qui est venu s'installer au Kamouraska. Non, là. il est en France. C'est un illustrateur français en Il est très bon, France. par exemple. Donc, oui, qui a tout fait ça à langue de Chine. Donc, il a vraiment fait un super beau travail. Adrien Yanou, qui s'appelle. Donc, tu sais, j'ai vraiment été chercher des trucs qui sont sortis du champ gauche, du champ droit, et des deux en même temps, qui nous apparaissent, paf, là. OK, ben là, il se passe de quoi, là? Tourville, illustration en France, Deuxième Guerre mondiale, bourse du Conseil des arts et lettres du Québec. OK, on est vraiment dans quelque chose d'hors norme, comme le gars qui a écrit le livre. Et voilà, donc c'est un roman d'espionnage qui est L'espion de Tourville. Est-ce qu'on peut découvrir, est-ce que c'est facile de découvrir ce qui se passe? Ou vraiment, on va être surpris à la fin, là? Moi, Coup de théâtre, là. Je te dirais que c'est... Le livre est un prétexte à raconter toutes sortes de petites histoires, de faire des clins d'œil à des gens qui ont déjà existé. Okay. Le reste, les gens vont embarquer dans cette histoire-là puis se laisser mener un petit peu par mon héros, Samuel Pion, alias l'espion de Tourville. Samuel Pion, un pion. Oui, mais il y a quelque chose de cute dans toute cette histoire-là. Puis il y a plein de trucs avec le lac Noir, parce qu'il y a le lac Noir, hein, à Tourville, le mystérieux lac Noir. Okay. Donc, le lac Noir, la nuit, qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc, tout ça, l'embrigadement. Puis, il y a même des petites références historiques que j'ai mises à la fin. À l'extérieur du texte, là, okay. Pour aller un petit peu plus loin. Tu sais, il y a un avion qui s'est écrasé dans la région du lac de l'Est durant la Deuxième Guerre mondiale. Avec le monsieur qui a retrouvé... en fait, ils l'ont pas retrouvé. Il y a des corps qu'on a retrouvés. Deux aviateurs qui étaient ensemble alors qu'il manquait un parachute, hein, parce qu'ils ont fait embarquer quelqu'un de plus dans l'avion, puis il manquait un parachute, donc ils sont accrochés ensemble, puis les deux, on les a retrouvés dans l'eau au printemps, morts, évidemment. Probablement qu'ils ont tombé trop vite, trop de poids, avion pas assez haut, ils sont morts noyés. Puis on les a retrouvés au printemps. Donc, tu sais, quand on dit là, attachez vos ceintures de sécurité, bien, si vous volez, ne partez pas sans votre parachute, parce que c'est dans ces moments-là que ça arrive. C'est triste quand même, mais j'ai remis cet élément-là. Donc, des petits éléments de Deuxième Guerre mondiale qui sont passés dans le sud de la région, Kamouraska, Lillet, tu sais, c'est là-dedans. Fait qu'on apprend un petit peu, ça nous ramène des petites histoires. Puis on peut se procurer ton livre dans toutes les bonnes librairies du Québec? Dans toutes les bonnes librairies et les moins bonnes, eux autres peuvent le commander. Mais je t'écouterai pendant des heures, là, Nicolas. T'es tellement intéressant. C'est pour ça que tu vas dans les écoles puis tu vas parler aux gens. Mais là, il reste pas beaucoup de temps. Puis j'aimerais ça un peu aborder peut-être un peu l'avenir avec toi. Dis-moi, comment tu entrevois ton avenir? Est-ce que tu penses à ça? Tu as des objectifs là, de grandeur? Là, je suis une grande peine. J'apprends que je vais sortir de ton salon bientôt. Ben, tu peux revenir. Où vais-je aller? C'est jamais barré ici. C'est jamais barré. J'aime ça. J'imagine, tu vas rentrer. Qu'est-ce que c'est ça, là? Tu m'as dit que c'était jamais barré. Non. Ouais, je suis toujours assise ici en attendant mes invités, hein, 24 heures sur 24, tout le monde sait ça. Mon objectif, c'est de continuer à pouvoir dire des niaiseries comme ça. Ouais, donc, écoute, j'ai... le temps presse. Le temps presse de faire toutes sortes de projets. J'ai rencontré, il n'y a pas tellement longtemps, j'étais à Gatineau, au Salon du Livre, un petit bonhomme de 11 ans. Qui vient me parler. Son arrière-grand-père a fait la Deuxième Guerre mondiale, a été fait prisonnier pendant le raid de Dieppe. Puis là, l'an dernier, il était venu me voir au Salon du Livre. Là, il est revenu 2 fois, 2 jours de suite. Là, il veut qu'on fasse un projet, là. En fait, il veut que j'écrive un livre, puis son idée est bonne. Ça fait que je veux faire de quoi avec lui. J'ai 2-3 autres projets d'écriture en tête. Il faut que je monte mon spectacle littéraire de façon beaucoup plus organisée. Il faut que je rajoute
il faut que je rajoute de la technique là-dedans, il faut que je rajoute du son, de la lumière. Donc, j'ai des... Mais tu veux continuer dans ce sens-là, là, de faire Oui, et oui, parce que je m'aperçois qu'il y a, tu sais, comme je te disais, il y a un message qui est à passer. Puis je me dis que tant qu'est-ce qu'on bullshit le monde avec toutes sortes d'histoires qui sont pas vraies, avec n'importe quel produit de consommation jetable, je me dis, regarde, j'ai du fun à faire ça, je dois le faire. Puis le feedback qui me dit que je le fais bien me conforte à me dire qu'il faut que je continue. Ça fait que je m'en vais là-dedans. J'exclus pas d'autres projets, tu sais, puis il y a peut-être des choses intéressantes qui pourraient s'en venir. Mais il faut que je travaille avec des gens qui ont envie de travailler là-dessus. Et ça, c'est du maillage, c'est de l'arrimage. Puis là, bien, avec tout ce que j'ai à faire autour, je travaille un projet avec des jeunes du primaire au Kamouraska dans 5 écoles. On veut sortir un recueil de textes, justement, qui se passe durant la Deuxième Guerre mondiale, puis réussir à envoyer ça jusqu'en France. Et là, il y a des opportunités qui se présentent, les tournées littéraires aussi. J'étais sur la Côte-Nord à l'automne, j'y retourne au printemps. Mais c'est plein de projets, là. Écoute, je n'ai pas assez de 27 heures par jour. C'est 27 heures par jour, 9 jours par semaine, ça roule. T'as 3 heures de plus que tout le monde. Ben, je pense, en tout cas. Ça l'allait avec la bourse. Oui, c'est une bourse, ça peut me payer en argent, me paye en temps. Les artistes au Québec, on les aime fous, drôles, productifs, mais surtout très pauvres. Hein? C'est comme ça qu'on les aime. C'est faut travailler fort, mais tant qu'on fait des choses qu'on aime, et ça, c'est l'essentiel, il faut aimer ce qu'on fait. Let's go. Le reste, la question financière, ça finit tout le temps par s'arranger. Regarde, on est même capable de s'acheter des belles chemises. Ben oui, ça montre que c'est pas si pire que ça. Là, ton cas, il est pas si pire. Acheter en liquidation, ça vaut la peine. Acheter en liquidation. Hey Nicolas, merci beaucoup. J'espère que ça n'a pas fait trop mal. Hein? C'était pas pénible? C'est confort, ton salon. C'est une très belle fenestration, là, une belle vue sur le fleuve. J'aime ça. Oui, c'est vrai qu'on a une belle vue sur le fleuve. C'est vraiment beau, le Kamouraska. Oui, bien sur ça, on va se laisser en regardant le fleuve. On va aller marcher sur le bord du fleuve. T'as-tu vu l'oiseau qui est passé? Oui. Il y a 3 ailes.